quand on est soi-même très gentil, on a tendance à penser facilement que c'est un peu le cas de tout le monde et on va analyser le monde à travers ce prisme. Et c'est vrai que quand du coup on capte pas toutes les informations et parfois on va avoir des postures qui seront pas tout à fait adaptées. On est toutes les deux coachs et c'est des choses que l'on voit avec nos clients, des gens qui nous disent je n'arrive pas à mettre les limites, je suis sans cesse à donner jusqu'à en être complètement dépassé et à ne plus savoir gérer la situation. Et des gens qui nous disent aussi j'ai l'impression de devoir me transformer, comme s'il y avait une injonction à être moins gentil. Et la question elle n'est pas d'être moins gentil, elle est peut-être de poser une limite qui fait qu'on n'arrive pas dans le sacrifice de soi. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Alors, j'ai envie de dire ce matin à votre gentillesse, puisque nous allons parler de la gentillesse ce matin avec un duo de conférencières. Aurélie Penel est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour. Maintenant, je sais qui est Aurélie. Vous êtes consultante spécialiste de l'optimisme et du bonheur au travail et de la résilience. Exactement. Vous êtes la bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes venue avec Delphine Lungiboul. Alors, aidez-moi. Luginbull, sinon ça Luginbull. Ouais, je sais pas. Je vous ai donné un petit côté. Je sais pas. J'ai voulu. C'est d'origine suisse. C'est vrai, oui, non, dans Luginbull. Ouais. Coach d'entreprise, spécialiste de l'optimisme et du bonheur et de la psychologie positive. Et vous êtes venu nous parler de votre 3e livre que vous avez écrit ensemble. Ça s'appelle Trop bon, trop con chez Erol, avec des pistes notamment concrètes pour aider les gentils à s'assumer tels qu'ils sont. L'expression trop bon, trop con, elle vient d'où et qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors ça, elle vient d'où ? C'est une bonne question parce qu'elle est rentrée, on va dire, dans le langage populaire, donc on ne saurait pas dire d'où elle est sortie pour la première fois. Et ce qu'elle veut dire, chacun l'interprète comme il veut, mais ce qu'on entend derrière, c'est le fait qu'à un moment donné, c'est peut-être bien d'être gentil, mais que si on l'est trop, et à un moment donné, on va se faire finalement marcher sur les pieds de manière assez régulière. C'est pas la gentillesse qui est un problème, c'est le fait d'être trop gentil. C'est ça, c'est trop. Oui, effectivement, c'est de mettre la question est de mettre le curseur au bon endroit. Mais votre question de ça vient d'où, trop bon, trop con, ça me fait penser à une autre expression qui est gentil n'a qu'un œil, malin en a deux. L'idée qu'un peu D'ailleurs, ce qui est très malin, ce qui est très drôle, c'est que la deuxième partie de la citation a été zappée. Oui, tout à fait, elle n'est pas connue. Et en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand on est gentil, on ne voit pas la malice chez l'autre, on voit plutôt quelqu'un qui va nous être sympathique et voire nous rouler, on ne saura pas le prévenir. Mais quelle explication vous donnez à cette phrase « trop bon, trop con » ? Des explications, alors on en voit plusieurs, mais il y a un petit peu ce que vient de commencer à dire Aurélie. C'est vrai que quand on est soi-même très gentil, on a tendance à penser facilement que c'est un peu le cas de tout le monde et on va analyser le monde à travers ce prisme. Et c'est vrai que quand du coup on capte pas toutes les informations et parfois on va avoir des postures qui seront pas tout à fait adaptées. Oui, parce que je réfléchissais en parallèle. Ça vient aussi même de la cour d'école où on explique aux enfants qu'il faut être capable de se défendre. Que la gentillesse, ça peut être quelque chose de ringard. C'est vraiment très galvaudé, alors que c'est dommage parce que finalement, la gentillesse n'est-elle pas la meilleure des défenses ? Vous, par exemple, Aurélie, vous avez été diagnostiquée trop gentille en école de commerce. Tout à fait. En école de commerce, j'avais rempli des questionnaires avec des psychologues. On m'a dit vous êtes trop gentil, ne faites pas de social, vous ferez marcher dessus. En revanche, commercial, ça peut bien vous aller. Alors que dans l'inconscient collectif, on se dit quelqu'un qui est trop gentil ne peut pas faire un bon commercial. Et si, parce qu'on va comprendre le besoin de l'autre. Commercial, être un bon commercial, c'est pas rouler quelqu'un, c'est de bien comprendre ses attentes pour pouvoir y répondre. Effectivement. Alors que Delphine, vous, c'était l'inverse. On vous a dit que vous aviez les dents qui riaient le parquet. Alors effectivement, moi c'est pas drôle parce que j'ai pas fait d'école de commerce, mais un jour dans un poste que j'occupais, j'ai une manager qui m'a dit mais tu sais, il y a certaines personnes qui te perçoivent comme ayant les dents qui rayent le plancher, sachant que c'était le moment où je venais de passer à mi-temps après la naissance de mes 2 aînés. C'était complètement incohérent par rapport à la manière dont je me percevais moi-même et même par rapport à certains de mes actes. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, à un moment donné, si certaines personnes pensent ça, alors je pourrais me dire, elles sont bêtes, etc. Ou alors je peux me demander ce qui envoie cette impression. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait souvent cette idée de, si on est gentil, on se fait marcher sur les pieds, alors que si on arrive à avoir un job sympa, une carrière correcte, même en travaillant pas à temps plein, c'est sûrement qu'à un moment donné, on doit adopter des postures pas si gentilles que ça.
Alors justement, votre livre s'adresse aux personnes qui en ont marre de se faire marcher dessus par excès de gentillesse. Est-ce que c'est une plainte que les gens qui sont trop gentils expriment ? Oui, alors on est toutes les deux coachs et c'est des choses que l'on voit avec nos clients, des gens qui nous disent « je n'arrive pas à mettre les limites, je suis sans cesse à donner » jusqu'à en être complètement dépassé et à ne plus savoir gérer la situation. Donc c'est une plainte qu'on entend souvent. Et des gens qui nous disent aussi « j'ai l'impression de devoir me transformer », comme s'il y avait une injonction à être moins gentil. Et la question, elle n'est pas d'être moins gentil, elle est peut-être de poser une limite qui fait qu'on n'arrive pas dans le sacrifice de soi. Mmh. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la gentillesse d'abord ? Oui, alors c'est... Delphine, tiens. Vous qui êtes la méchante, donc vous allez définir la gentillesse. Gentillesse, bienveillance, c'est une disposition. Non, j'ai pas dit bienveillance. Hein. C'est très proche. C'est vrai ? Alors moi, je vais me permettre, Delphine, si tu veux bien. Il y a plein de définitions et il y a des questions d'empathie, de bienveillance, de gentillesse. Moi, j'ai envie de dire une seule chose, c'est que être gentil, c'est pas avoir un bon fond et penser qu'on pense des choses gentilles, c'est d'agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite défendre, c'est avoir des actes gentils. Avoir des actes qui apportent du bien à quelqu'un, à quelque chose, à la société, mais de faire des choses. Delphine ? Oui, alors c'est ça que j'allais partir moi sur la notion, la définition qui est un peu d'avoir une disposition d'esprit qui fait qu'on vise à plutôt vouloir le bonheur des gens. Mais je rejoins complètement Aurélie, la disposition d'esprit, il faut qu'elle se traduise en actes. Des gens qui sont franchement pas super sympas au quotidien, puis qui de temps en temps s'exclament « Ah non mais moi je suis trop gentil », bon c'est peut-être leur point de vue, mais nous on doute un peu. On l'entend ça, hein. Oui. Mais moi je suis trop gentil, c'est quelque chose qu'on entend chez les gens. Voilà, il y en a évidemment, c'est le cas, entre guillemets, c'est-à-dire trop gentil dans le sens où ils vont soit avoir du mal à se faire respecter, soit se dire qu'ils agissent par gentillesse, mais pour autant pas forcément prendre les bonnes décisions. Tu parlais de coaching, moi une fois j'accompagnais une manageuse qui, quand il y avait des décisions qui étaient prises avec son comité de direction, n'arrivait pas à les porter dans l'équipe, parce que dès qu'il y en avait un dans l'équipe qui disait « ouais mais moi ça m'embête », elle remettait tout en question. Et là, c'est pas vraiment une question de gentillesse, c'est qu'à un moment donné, si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, ça fonctionne pas non plus. Donc il y a toujours cette notion de mettre le curseur au bon endroit. Oui, vous intervenez beaucoup en entreprise, on parlera justement de ce que ça implique, notamment chez les managers, d'avoir cette réputation d'être trop gentil ou d'être gentil. La gentillesse, moi j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est vraiment quelqu'un de gentil. Hein. J'arrive pas faut peut-être vous poser des questions. À le définir. Non mais on dit aussi il est sympa. Vous voyez, c'est quoi la différence entre quelqu'un de sympa et quelqu'un de gentil ? C'est super différent. Vous voyez ? Quelqu'un qui est sympa, c'est quelqu'un, quand on est avec lui, il va soit nous faire rire, soit ça peut être qu'effectivement il a des comportements gentils, mais il y a un côté, je dirais peut-être un peu plus léger, un peu plus social. Enfin moi c'est ce que je mets derrière le mot sympa en tout cas. D'accord. Donc quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui a des comportements gentils. Ouais. Mais il y a des gentils qui sont pas forcément super sympathiques parce qu'ils vont être un peu introvertis ou enfin voilà, faut pas confondre l'image qu'on envoie, qu'on cherche à envoyer, et les actes qu'on accomplit vraiment, y compris quand on n'est pas sous les projecteurs. Et on n'est pas soit gentil, soit méchant. Ah non, ça c'est dans le monde onirique des enfants. Il y a les méchants et les gentils. En fait, on est tous un peu des deux. Et j'ai envie de vous raconter un petit conte très rapidement qui nous vient, un conte amérindien. Il y a un petit garçon qui s'est disputé avec son copain qui va voir son papy qui est un sage et il lui dit oui, c'est méchant et j'ai de la colère et j'ai de la haine et comment ça se fait, comment ça se passe. Et son grand-père, il lui explique que dans la vie, on a deux loups. En nous-mêmes. Il y a le loup noir de la méchanceté, de la haine, de la colère, de tous ces sentiments négatifs. Et on a le loup blanc qui est celui de la gentillesse, de l'écoute, de l'empathie. Et puis au bout d'un moment, donc il continue, mais au bout d'un moment, le petit garçon lui dit mais et alors il dit c'est une bataille à l'intérieur de nous. Mais qui c'est qui gagne à la fin, papy ? C'est celui que tu nourris le plus. Et vraiment, votre question elle me fait penser à ça. Et moi, je vous engage tous à nourrir votre côté blanc du loup. D'accord. Mais on n'est pas l'un ou l'autre. Par exemple, si on demande aux gens, qu'on interroge les gens, que disent les études, si on dit aux gens, voilà, pensez-vous que vous soyez gentil ou méchant, qu'est-ce que les gens répondent ? Oui, les gens, ils pensent qu'ils sont gentils, globalement.
Et en plus, nous, on est plutôt d'accord avec eux. On a vraiment tendance à penser que la plupart des gens sont gentils. Là-dessus, il y a des théories différentes qui s'opposent, mais il y en a quand même. Il y en a qui pensent toujours que les hommes sont naturellement méchants et qui sont gentils que par intérêt. Nous, on a vraiment la conviction inverse, qui est heureusement assez largement partagée. Ça s'observe d'ailleurs chez les tout petits. Même un tout petit enfant d'1 an et demi, il y a plein d'expériences qui montrent que s'il peut aider un autre enfant ou un adulte, il le fera. Alors vous déconstruisez beaucoup d'idées reçues qu'il y a sur les personnes gentilles, notamment que l'excès de gentillesse agit comme un aimant à personne nocive. Est-ce que les gentils attirent les méchants ? On a dit l'excès. Oui, l'excès, oui. Et oui. Et donc les très méchants. En fait, ce qui va attirer les personnes nocives si on est trop gentil, c'est qu'on ne saura pas leur mettre de limites. Et que donc ils vont pouvoir, pour le coup, abuser de nous. On est naturellement gentil ou c'est quelque chose qu'on travaille ou on le devient ? Alors là, c'est presque philosophique. On peut parler de Rousseau, l'homme naturellement bon, perverti par la société. Moi, je pense que... j'ai pas vraiment de réponse à ça pour tout vous dire. Je pense que, gentil ou pas, dans tous les cas, ça se travaille, effectivement. Que ça s'apprend même. Et alors... La gentillesse, c'est pas l'empathie, mais c'est quand même une notion très proche. L'empathie sert la gentillesse. Il y a des pays, les pays du Nord, donnent des cours d'empathie aux enfants. Et je pense qu'on a tous un devoir d'apprendre à nos enfants comment être plus gentils, comment pas se laisser dépasser par des sentiments parfois un peu forts pour continuer à être gentil. Et quelle définition vous donnez, vous, à l'empathie ? Alors Delphine, tiens, du coup... l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ce qu'il ressent. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va ressentir la même chose, mais ça veut dire qu'on est capable de comprendre que potentiellement il ne ressent pas la même chose que nous, mais qu'on sait se mettre dans Donc il y a ses baskets. Il y a la sympathie, qui est le fait de commencer à comprendre, s'approcher, c'est un peu léger. Ensuite on passe dans l'empathie, et l'étape d'après c'est la compassion. Donc à vérifier s'il y a des gens des internautes, mais je pense que ça doit être de coups, mais patio, souffrir avec. Du latin et du coup là on est plutôt dans l'excès dans l'excès pas forcément mais ça va pousser à l'action pour aider l'autre. Elle est bien votre définition. Moi je partage votre définition et je vous le dis parce que souvent beaucoup de gens à qui je pose la question disent c'est se mettre à la place de l'autre. Eh ben non, justement. C'est pas ça l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir comprendre et ressentir ce que vit l'autre et de rester à sa place. Oui, sinon on peut pas l'aider. On peut pas aider quelqu'un si on se met moi, une image que j'aime bien donner, c'est celle du puits. Si on a quelqu'un qui est au fond d'un puits, c'est pas en descendant au fond du puits qu'on va réussir à l'aider. Et on commence la semaine avec un duo énergisant ce matin, Aurélie Penel et Delphine Linguébule, et vous êtes toutes les deux spécialistes de l'optimisme. Entre autres, que vous dispensez en entreprise. D'ailleurs, vous avez confondé toutes les deux un organisme qui s'appelle Posiciel, où vous accompagnez les entreprises. Vous accompagnez les entreprises à quoi ? Notre raison d'être, c'est révéler, mettre en mouvement et engager les potentiels. Donc, notre objectif, on va dire, c'est quand on intervient dans les entreprises ou auprès de particuliers d'ailleurs, mais d'insuffler une énergie positive, qu'elle soit individuelle ou collective. Voilà, vous avez publié votre 3e livre ensemble qui s'appelle Trop bon, trop con aux éditions Erol, avec des pistes concrètes pour aider les gentils à s'assumer tels qu'ils sont. J'ai vu une définition que j'ai beaucoup aimée. Le secret de la gentillesse, c'est un égoïsme savamment dosé. Et pourquoi les personnes gentilles sont égoïstes ? Il y a une forme d'égoïsme parce que pour pouvoir être gentil avec autrui, il faut être soi-même en paix avec soi. La relation qu'on a à l'autre, elle dépend finalement de la relation qu'on a à soi. Alors en aparté, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'un ami qui vous appelle et qui vous dit je me suis disputée avec un collègue, ma femme, et ça lui paraît dramatique, mais vous venez d'apprendre une nouvelle terrible, voire une grave maladie. Vous ne pouvez pas lui porter l'attention qu'il mérite pour son sujet, tellement le vôtre vous submerge. Parfois, dire oui à l'autre, c'est se dire non à soi, et ça ne lui rend pas service. Donc, on se sert en premier si on veut être gentil. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Dit comme ça, faudra pas le dire avec ça, on ne va pas se servir en premier du gâteau au chocolat qui est posé sur la table. Mais en tout cas, il y a un autre dicton qui dit « gentillesse bien ordonnée commence par soi-même ». Et c'est un peu ça, voilà. On ne doit pas s'oublier totalement. Donc, il ne faut pas se mettre toujours au second plan non plus. Vous êtes un duo de conférencières, vous étiez toutes les deux bien dans votre job, finalement, bien rémunérées dans une boîte, vous étiez dans un service marketing. Qu'est-ce qui fait que vous avez laissé tomber tout ça pour
pour travailler toutes les deux. Est-ce qu'on vous a remercié ou Alors en vrai, de vrai, on n'a pas laissé tomber tout ça. On a juste 2 jobs maintenant. Ah, c'est ça. Et oui. Ah, vous cumulez. On cumule. D'accord. Donc vous restez en entreprise et vous offrez donc aujourd'hui vos prestations. En fait, moi, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Je serais mal à l'aise comment vous dire ça, quand on s'est lancé et que ça a pris de l'ampleur. Moi, je disais, je suis très à l'aise avec cette situation parce que je me vois mal dire ça va pas dans ma boîte, je suis remerciée et du coup j'apprends aux autres comment faire en sorte pour que ça se passe bien dans leur boîte. Non, ça se passe bien. Ça existe, hein, je veux dire aujourd'hui. Oui. Alors dans le coaching, règle numéro 1. Ça existe. J'aide les gens pour m'aider moi-même. C'est ça. Et moi, c'est pas du tout. Enfin, nous, pardon, Delphine, c'est pas du tout ce que l'on vend. Vraiment, on est bien, ça se passe très bien, et on a une activité en plus qui nous permet d'aider d'autres personnes et qui apporte aussi à l'interne du groupe dans lequel on travaille et qui est bien reconnu comme tel. Qui nous permet de nous éclater. Exactement. Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Pourquoi les personnes dont on dit qu'elles sont gentilles sont perçues comme des personnes faibles ou plus faibles que les autres? Alors, oui, on y arrive en partie. Là encore, c'est que souvent, quand on est gentil, on a quand même envie de faire plaisir. Et donc, il peut arriver qu'on n'ose pas exprimer ce qu'on veut. Si quelqu'un dit voilà, quel film t'as envie d'aller voir, j'ai envie d'aller voir une comédie, je dis je verrais bien une comédie, et là l'autre dit moi je verrais bien un film d'action, on peut dire tout de suite oui un film d'action ce sera très bien. Bon, donc il ne s'agit pas d'être forcément méchant, à rester arc-bouté sur le fait qu'on va voir sa comédie, mais à un moment donné, si on met le curseur au bon niveau, on sera capable d'exprimer aussi son besoin et de ne pas se faire marcher sur les pieds, parfois de manière inconsciente de la part de la personne d'en face. Mmh. Mais là, c'est parce qu'on veut faire plaisir ou parce que ça n'a pas d'importance et que l'important, c'est de passer un moment avec... Si c'est ça, c'est de la gentillesse bien dosée. Si c'est juste parce qu'on a plaisir à tout simplement faire plaisir. Si à un moment donné, derrière, on se dit quand même, moi j'aurais bien aimé voir ma petite comédie, là, c'est qu'on a mis le curseur un peu trop loin. L'indicateur, finalement, c'est le plaisir que vous ressentez ou pas. Parce que le cerveau comporte des zones de la récompense qui sont activées lorsque vous êtes coopératif ou généreux. Donc, grosso modo, quand vous faites quelque chose de bien, ça vous fait du bien à vous aussi. Ça, c'est prouvé, c'est comme ça. Au bout d'un moment, tant que ça vous fait plaisir, c'est que vous êtes dans le bon. Quand ça vous coûte un peu, ça peut arriver. Faut pas non plus, on n'est pas dans l'égoïsme, on est dans l'altruisme égoïste, faire le bien pour se faire du bien. Et au bout d'un moment, quand vous avez des émotions qui vous disent mais c'est toujours à moi qu'on demande, et puis j'en ai marre, c'est un indicateur pour dire j'ai commencé à basculer dans le trop. Et qu'on se fait marcher sur les pieds. C'est ça. Et puis là, on a du coup répondu à une partie de la question. Mais il y avait pourquoi on peut être perçu comme faible quand on est gentil. Et là, on parle du fait de faire plaisir. Mais on a vu tout à l'heure que ça peut faire aussi que du coup, on va manquer de stabilité, même quand on a certaines fonctions où on doit porter des messages. Je parlais du management, mais on peut se dire la même chose pour les parents. Quand on doit éduquer des enfants, c'est pas être un parent trop gentil que de pas éduquer ses enfants. Donc, si on est un parent vraiment gentil, on a envie qu'ils aient des bonnes bases pour bien s'intégrer dans la vie, dans la société. On va leur donner des cadres. Mais est-ce que ça veut dire que la gentillesse s'oppose à une forme de fermeté? Absolument pas, au contraire. Ça veut dire que poser un cadre avec des limites, ça fait partie de la vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, et même dans l'éducation. Et que du coup, de temps en temps, il faut savoir être ferme, et c'est pas un acte de méchanceté que d'être ferme. Par exemple, sur le sujet de la sécurité, il viendrait à personne l'idée de laisser courir un risque à quelqu'un pour être gentil. Non, la personne sera ferme. Il y a d'autres sujets qui le nécessitent également. Sauf que les enfants, dans ces cas-là, vous répondent t'es pas gentil. Oui, ça dépend lesquels, mais effectivement, il y en a qui peuvent dire ça. Vous avez des enfants adorables, Delphine, mais ça... Oui, mais ils me disent aussi... C'est intéressant ce que vous dites là, parce que y a... T'es méchant, tiens. Voilà, il y a un concept en psychologie qui est le principe de naturalisation ou de dénaturalisation, qui dit que selon la façon dont on va formuler une phrase, on peut renforcer un comportement en faisant le lien entre le comportement et l'être, ou l'inverse. Et typiquement, quand un enfant, par exemple, va brusquer un peu son frère ou sa sœur, des fois, un réflexe de parent peut être de dire mais arrête d'être méchant avec ton frère ou ta sœur. Et c'est extrêmement mauvais de dire ça à un enfant, parce qu'on inculque le fait que t'as un comportement comme ça, t'es méchant. Donc, il vaut beaucoup mieux dans ce cas-là lui dire toi qui es si gentil, ça te ressemble vraiment pas de coller une baffe à ta sœur, par exemple. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'à un moment donné, les enfants eux-mêmes apprennent à s'exprimer autrement. Alors moi qui n'ai pas les mêmes enfants que Delphine, je l'ai eu le thé méchante. Et alors,
J'ai expliqué qu'en fait... Alors que c'est Delphine qui est méchante et vous qui êtes gentille. C'est ça qui est paradoxal. Faut pas se fier aux apparences, on pourrait y revenir. On va revenir sur les apparences. Et à mes fils, que j'aime, je leur dis s'ils m'écoutent, parce qu'ils m'écouteront, je leur dis, mais... Vous les obligerez. C'est ça, hein, il faut quand même être ferme de temps en temps. Donc, je leur dis qu'en fait, c'est plus facile, c'est plus gentil de dire non parfois, c'est plus difficile pour une maman de dire non, mais que c'est mieux pour eux. Et que du coup, c'est un acte de gentillesse. Et s'ils pensent que je suis méchante, ce n'est pas gênant pour moi parce que je sais que j'agis pour leur bien. Alors, je sais, ça paraît un peu long, mais ça marche. Et j'ai la même quand ils me disent « je ne t'aime pas, je ne t'aime plus hein, ». Mais moi, je t'aimerai toujours, mon amour, je comprends. Nous en reparlons plus tard. Qu'est-ce que vous comprenez si je dis de quelqu'un... tu sais, lui, il est gentil ou elle est gentille. Qu'est-ce qu'on comprend immédiatement en un? Alors... je ne sais pas, mais c'est vrai que souvent on a tendance à comprendre il n'est pas fino quoi. Hein. Et c'est terrible parce que ça veut dire que ce mot qui quand même est censé être une qualité, d'être gentil, et ben il est parfois galvaudé et on finit par l'employer comme un défaut. C'est comme la phrase là qu'on aime beaucoup de la pièce Le Père Noël est une ordure. Il dit vous savez, écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Elle est terrible cette phrase, alors, elle est super drôle, mais en même temps elle traduit quelque chose de réel. Et vous, qu'est-ce que vous comprenez, vous Aurélie? Moi j'ai envie de vous poser une question Philippe. Vous préférez être heureux ou perçu comme intelligent? On se pose tout le temps cette question. Avec Patrick Soulaille, c'est une vraie question. On se la pose en permanence cette question. Nous on a clairement choisi. Vous pouvez vous poser la question chez vous. Après ça marche aussi. Est-ce que vous préférez être heureux ou avoir raison? Alors c'est d'ailleurs c'est une citation. Et on est persuadé qu'on a raison d'avoir choisi d'ailleurs. Marshall B. Rosenberg sur la communication non violente, c'est d'ailleurs la première chose qu'il a écrit. Voilà, un très bon livre. Bon, moi si je pouvais être heureux et intelligent, ça m'arrangerait quand même. Eh oui. En même temps, mais alors très intelligent. Alors très intelligent et très heureux. Quand on est champion du monde de lecture rapide, je crois que ça va. On peut se lâcher la grappe sur le sujet. Non, il faut que je le sois 10 fois d'affilée. Bah ouais, et après champion d'univers aussi. Mister Univers. Mais posez-vous la question chez vous, est-ce que vous préférez être heureux ou intelligent? Mais est-ce qu'il y a des études, quand on pose la question aux gens, est-ce qu'il y a des études qui disent, 95% des gens préfèrent être intelligents et 5% heureux? Alors, je voudrais juste préciser, c'est pas, est-ce que vous préférez d'ailleurs être heureux ou intelligent, c'est être heureux ou perçu comme intelligent. Parce que, voilà, intelligent, on laisse, ça se travaille, on peut dire ce qu'on veut. Mais là, c'est juste de se dire, oui, par exemple, les pessimistes et les gens un peu plus secs, les critiques, sont perçus comme plus intelligents. Une critique de cinéma, de livre, de quoi que ce soit, on a l'impression que le critique est meilleur si il a saboté l'objet de sa critique. C'est votre expertise, l'optimisme. Il y a un très bon TEDx où vous êtes toutes les deux, justement, où vous développez ces choses-là. J'imagine qu'Aurélie, vos enfants ont été obligés de le voir aussi. Plusieurs fois. En plus. Ils ont toutes les semaines. Il y a cette idée aussi que alors, c'est vrai que quand on dit de quelqu'un qui est gentil aujourd'hui, on pense rarement que c'est quelqu'un de sympathique. Non, on pense que c'est quelqu'un d'un peu sot. Non, mais il y a une question de ton. Quand on dit ah ouais non mais alors lui il est gentil. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas pareil que dire ah mais alors lui mais qu'est-ce qu'il est gentil. Et là dans le deuxième cas, on sent que c'est un compliment quand même. Enfin j'espère parce que je le dis des fois de personnes. Puis on le dit beaucoup de toi. En plus. Non mais vous dites de gens qui sont gentils. Ah oui. Et pour moi c'est un vrai beau compliment quand je dis ça de quelqu'un. Un vrai beau compliment. Alors, vous voyez ça dans le métier de l'audiovisuel, les gens qui travaillent dans l'audiovisuel disent dans notre métier parce que c'est un vrai gentil. C'est-à-dire qu'en fait il y a les gentils et il y a les vrais gentils. Voilà, là c'est un vrai beau compliment. Ouais. Donc un vrai gentil c'est quelqu'un qui est vraiment qui est gentil en vrai. Et vice-versa. Bon, est-ce que les gentils, vous avez commencé à en parler, se reconnaissent? Est-ce que quand on voit la première fois des gens, on sait s'ils sont gentils ou s'ils sont pas gentils? Moi, je pense que je peux bien me planter sur ce sujet-là. J'ai tendance à trouver tout le monde... une grosse majorité des gens plutôt gentils au premier abord. Je sais qu'il m'est arrivé de me planter. Mais après... Ça me fait penser, Thérèse, que la perception qu'on a eue quand on s'est rencontrés, toutes les deux perceptions mutuelles. Vous voulez qu'on en parle? Même pas peur, j'ai envie de vous dire. On peut. Alors, chacune, on s'est rencontrés dans le boulot. Bon, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas que associés, qu'auteurs, etc. On est les meilleurs amis du monde.
depuis plusieurs années. Et en fait, moi, la première fois que j'ai vu Aurélie, je me suis dit, elle a pas l'air commode. Et voilà, et c'est au bout de la deuxième fois où je me suis dit... Mais commode, ça veut pas dire méchante. Non, mais je me suis dit, et on va faire le lien avec ce qu'elle s'est dit, hein, et au bout de 2 ou 3 fois, je me suis dit, non, mais quand même, elle a quand même l'air vachement sympa, et puis assez vite, on a basculé sur la gentillesse. Oui, alors moi, je me suis dit, tiens, elle a l'air sympa, mais un peu, désolée Delphine, mais un peu follette, et je me méfie. Hein. Moi, j'aime bien la rigueur, j'aime bien que les choses avancent, soient carrées. Oulala, attention, warning. Je crois même que tu avais dit à ton mari, comme elle a l'air vraiment gentille, est-ce que ce serait pas justement quelqu'un qui fait semblant? C'est vrai en plus, oui. Voilà. Eh oui. C'est suspect les gens gentils en fait. Alors, c'est suspect, ça peut l'être, les gens gentils, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? D'autant plus si on a eu des écueils par le passé, ce qui était mon cas. Donc ça se voit si les gens sont gentils, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce plateau. Il y en a qui pensent que clairement, on voit si les gens sont gentils et au premier abord, et on voit si les gens ne sont pas gentils. Alors, je vais vous dire, moi j'ai une réponse très claire là-dessus. On le voit, on le sait, on en sait sûr, et une fois sur 2, on se trompe. Voilà, ou peut-être, en tout cas, peut-être pas une sur 2, mais évidemment qu'on peut se tromper. Il y a des gens qui l'envoient, il rayonne. Ouais. Et puis il y en a à l'inverse qui ont l'air d'ours, et puis ils sont super gentils quand on apprend à les connaître. C'est un sujet qui nous a passionnés pour commencer la semaine. Trop bon, trop con, avec Delphine Lugimboul et Aurélie Pénel. Parce que je pense à Laurence Pernel, en fait, vous voyez. C'est celle qui a inventé les livres sur J'attends un bébé, j'élève mon enfant seul, qui a fait des best-sellers. Mais votre livre chez vous, c'est chez Erol. Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur vous, que vous êtes en masterclass live. Donc sur le compte Instagram de votre maison d'édition Erol Bien-être, donc c'est jeudi. Donc jeudi à 18h. Donc voilà. Et ça dure combien de temps? 1 heure. Il faut s'inscrire avant? Comment ça? Ou il n'y a qu'à se connecter La thématique, ça sera trop bon, trop con aussi? Ouais, c'est comment être gentil sans se faire marcher sur les pieds. Voilà. Donc rendez-vous jeudi à 18h, vous allez voir, c'est un vrai sujet, c'est comme les vrais gentils. Alors, on parlait de la gentillesse en entreprise. Il y a beaucoup de clichés qui circulent sur les gentils, et notamment que les clichés que les gentils font de mauvais managers ou feraient de mauvais managers, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même la mode de ce qu'on appelle les soft skills, donc ces fameuses qualités, ces compétences douces, et donc peut-être que la gentillesse ferait partie de ça. Donc, un manager gentil, est-ce que ça fait un mauvais manager qui tient pas ses troupes et qui tient pas ses objectifs? Ça fait un petit peu écho à la réflexion que l'on avait tout à l'heure sur finalement, est-ce qu'on peut être gentil et ferme? Est-ce qu'on peut être gentil et dire les choses? Est-ce qu'on peut être gentil et affirmer des opinions, voire poser des limites à d'autres? Et du coup, la gentillesse, c'est une qualité d'un bon manager. Quand on voit le nombre d'entreprises qui mettent la bienveillance dans leurs valeurs, on ne peut pas se dire qu'un gentil ferait un mauvais manager, c'est pas possible. Parce que parfois, manager des équipes, c'est aussi prendre des décisions qui sont difficiles. Donc, est-ce que les personnes qui sont gentilles, quand il y a des charrettes, par exemple, en entreprise, quand il faut débriefer des gens, les débriefer sur leurs objectifs, les débriefer sur un incident, sur quelque chose qui s'est mal passé, est-ce que quelqu'un de gentil... Alors, là, j'ai envie de répondre en 2 temps. C'est sûr que si on est gentil, gérer les charrettes, on va pas vraiment prendre de plaisir, hein, ça, c'est certain. Après, on peut se poser la question, quand il y a des charrettes à gérer, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit fait par des méchants ou par des gentils? Donc, les gentils peuvent être très bien pour faire ça. Vous parlez des feedbacks. Alors là, n'en parlons pas. Là, pour le coup, pour faire des retours constructifs aux gens, c'est super d'être gentil. Mais il ne faut pas l'être trop, parce que sinon, on leur dit rien, on leur donne pas de piste de progrès. Donc, à chaque fois, c'est vraiment une question de curseur. Et le gentil, ce qui est super, c'est que comme il va y avoir normalement de l'empathie, qui va réussir à comprendre ce que la personne en face ressent, il va probablement trouver les bons mots. Mais ça, c'est intéressant, parce que par exemple, en entreprise, aujourd'hui, à cause du manque de temps, une grande majorité des feedbacks se font quand ça va mal. Donc, ce qui fait que quand vous convoquez un salarié, vous le convoquez plutôt pour dire que ça va pas que plutôt que ça va. Donc, une fois de temps en temps, c'est bien aussi d'équilibrer les choses, parce que la personne qui est en face de vous va vous dire, oui, mais de toute façon, tu me dis jamais comment ça va. Dans 95% du temps, ça va, et tu ne me débriefes que les 5% où ça ne va pas. C'est un vrai sujet, ça, Philippe. C'est que déjà, la question, il y a une première question, c'est comment se fait-il qu'on se débriefe ou qu'on fait un feedback à l'économie, une fois de temps en temps. C'est au quotidien que le feedback se fait, et sur les choses qui vont et les choses qui vont pas, bien sûr, parce que si on n'a pas de ressources sur lesquelles s'appuyer pour progresser, ça fonctionne pas.
Je voudrais aussi Aurélie, rebondir sur ce qu'on se disait sur les gentils dans des situations difficiles. Moi, je crois que plus la situation est difficile et plus il faut des personnes gentilles pour les gérer. Qui vont être capables de faire preuve d'empathie. Il y a un livre entier sur le sujet, c'est Toxic Handler. Donc c'est ceux qui, c'est des manipulateurs de toxines. En gros, c'est ceux qui vont être capables de repérer quand quelqu'un souffre un petit peu en avance, qui vont être capables de chercher des solutions pour ces personnes-là avec ces personnes-là plutôt, et qui vraiment dans des situations de crise sont très très utiles dans les entreprises. Et pas des gens qui manient le Karcher. C'est ça. Alors, des fois, on peut se dire, ils seront plus efficaces, peut-être en niveau 0, mais dans la durée, ils feront des dégâts collatéraux bien plus importants. Si on prend l'exemple des charrettes, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, vous êtes intéressé à l'inverse, c'est ce que les salariés attendaient d'un manager, les qualités qu'on attendait d'un manager. Exactement. Et finalement, qu'est-ce qu'un salarié attend d'un manager ? Alors là, il y a toute la liste dans notre livre. Moi, je m'en souviens plus par cœur et je ne voudrais pas faire mentir les interviewés. Effectivement, c'est des points importants qui concernent la gentillesse. Voilà, exactement. Dans les points importants, clairement, un salarié, il attend confiance, engagement, améliorer les performances de ses collaborateurs, améliorer le bien-être. Voilà. Si en plus on a les sources, c'est formidable. Anti-sèche. Ben oui, exactement. On n'entendra jamais un salarié dire, moi, j'attends mon manager qui soit ferme et méchant. C'est clair et net. Alors, il y a un truc que vous aimez bien, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et vous dites que les managers gentils font des bons Pygmalions. Alors, d'où ça vient, d'ailleurs, cet effet Pygmalion ? Et qu'est-ce que ça veut dire, si on voulait l'appliquer à... Alors, Pygmalion, c'était le roi de Chypre. Et la légende dit qu'il avait sculpté une statue de femme tellement belle qu'il en était tombé éperdument amoureux, à tel point que la déesse de l'amour, Aphrodite, a décidé de transformer la statue en vraie femme pour que Pygmalion puisse vivre son amour. Et du coup, le terme d'effet Pygmalion est utilisé par les psychologues pour décrire le phénomène suivant. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses chances de succès. Et ça a été montré à travers plein d'études auprès d'enfants, auprès d'adultes, enfin vraiment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on veut encourager quelqu'un, un proche, un collaborateur, un enfant, un conjoint, la première chose à faire, c'est de croire en ses capacités. Surtout que Delphine, je me permets de compléter, il a son antagoniste, son contraire, c'est l'effet golem. Si vous projetez du négatif sur quelqu'un, vous l'encouragez à rater. L'effet golem. Alors, on parle toujours de l'effet Pygmalion, mais jamais de son contraire. Vous avez bien fait de venir ce matin, Aurélie. Oui. Googlez. Nous, on insiste là-dessus parce qu'on dit ça nous met un peu face à nos responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que, par exemple, si on n'a pas une super opinion de quelqu'un, il ne s'agit pas que de se dire je ne vais pas lui faire l'effet Pygmalion, il faut avoir conscience de ce qu'on va lui faire un effet golem. Donc c'est aussi à nous de nous remettre un petit peu en question et de se demander ce qu'on projette sur les gens dont on n'est pas fan, par exemple. Alors vous avez une approche un peu différente de l'ego, donc vous dites qu'il y a 2 égos, vous. Et finalement, en quoi est-ce que l'ego, ça peut être l'allié de la gentillesse ? Alors que quand on pense à ego, au contraire, on pense que ce sont des monstres d'égoïsme. Oui, alors l'ego, il y a 2 sens à l'ego. Il y a le soi et se nourrir soi pour pouvoir être ouvert à l'autre, l'ego, le soi profond. Et puis après, il y a l'ego qui est plus narcissique et qui est je pense à mon intérêt ou je suis content parce que ça me renforce moi et enfin narcisse, voilà. Qu'on connaît tous. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que la gentillesse, c'est pas être complètement narcissique, mais c'est pouvoir prendre soin de soi aussi, ce que l'on évoquait tout à l'heure. On en revient à ça, oui. Exactement. Donc finalement... Charité bien ordonnée commence aussi par soi-même. Sauf si c'est le gâteau, donc on laisse les autres se servir du gâteau et on se sert après. Mais moi je dis on fait des parts égales quand même quand c'est un gâteau, parce qu'on rigole pas avec ça. Ouais. On va pas avoir une plus petite part à l'arrivée quand même. Il y a cette idée que les gentils sont moins performants au travail. Ça aussi. Alors là, moi, je suis super contente parce qu'il y a des études qui montrent l'inverse. Parce qu'effectivement, on dit il est gentil, il va prendre plein de boulot, il va se faire déborder, il va perdre la main. Alors déjà, il va falloir qu'il pose des limites, notre gentil. Mais surtout, il y a des études. Le projet Aristote, là, mené par Google, ils ont pris des scientifiques qui ont regardé dans tous les sens un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'une équipe était plus productive, plus performante. Et ils ont regardé toutes les variables qui pouvaient exister. Mais alors, ils étaient nombreux, les scientifiques. Il y avait des psychologues, il y avait tous les métiers représentés. Ils ont cherché. Est-ce que c'est des questions culturelles? Est-ce que c'est le sexe, l'âge, la mixité? C'est la gentillesse. Et oui. Donc c'est qu'aujourd'hui, on peut clairement établir un lien entre la performance et la gentillesse. Et le socle de confiance qui en découle. De pouvoir, performance collective. Exactement, de pouvoir s'exprimer, de ne pas avoir peur de dire les choses. Parce que quand on n'est pas dans une équipe
bienveillante, je sais que vous aimez le terme. Quand on n'est pas dans une équipe bienveillante, on n'ose pas s'exprimer, on ne dit pas ce que l'on a à dire et on tue l'innovation, l'originalité, la créativité et même l'engagement des personnes, hein, parce que quand on n'a plus rien à dire, on n'a plus envie de rester dans la boîte. Donc finalement, c'est établi. Donc la gentillesse, c'est plus de résultats. Eh bah ouais. En étant capable de poser des limites, toujours. Bon, moi j'aimerais revenir sur la tête du gentil. Alors, est-ce que les gentils ont des têtes de gentils et les méchants des têtes de méchants ? Parce que... je sais pas, quand on nous regarde, est-ce que ça se voit ? Ouais, là, vous souriez, donc évidemment... non, il n'y a pas de gentils qui ont été gentils. Enfin, il y a des gens qui ont des expressions, oui, ça se voit, on se dit, mais alors lui, c'est pas possible qu'il soit méchant avec une tête pareille, puis il y en a d'autres, c'est l'inverse, on se dit, c'est pas possible. Et encore, franchement, c'est pas possible qu'il soit gentil avec une tête pareille, ça, on se plante souvent, vraiment. Donc, c'est pas très gentil de penser ça. Non, mais pensons à La Belle et la Bête. La Bête, elle est quand même... elle fait peur et pourtant elle est gentille. Enfin, dans la littérature, on en trouve plein, des cas comme celui-là, je sais pas, Quasimodo. Enfin, il y a un moment où s'il y avait une corrélation entre gentillesse et aspect physique, ça se saurait. Enfin, moi, je lutte contre ça. Et contrairement à ce qu'on pense, les gentils sont pas obligés d'aimer tout le monde. Ou n'aiment pas tout le monde. Bah, c'est clair. Parce que là encore, être gentil, ça n'empêche pas d'avoir des opinions, tout simplement. Et forcément qu'il y a des comportements qu'on a le droit de ne pas apprécier et des personnes même qu'on a le droit de ne pas aimer du tout. En revanche, si on est gentil, on ne va pas aller leur nuire pour autant. Alors, vous proposez à ceux qui nous écoutent et à ceux qui vont vous lire d'avoir un carnet de la gentillesse. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on note sur son carnet de la gentillesse ? Alors, on note les actes de gentillesse que l'on a accomplis. On note surtout les résultats, qu'est-ce que ça a apporté. Et on note ce que ça nous a apporté à nous qui avons accompli l'acte. Dans le fameux esprit de l'altruisme égoïste, faire du bien nous fait du bien. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et puis surtout, c'est pas juste pour noter, de temps en temps, on relit. Et c'est une façon de s'entraîner à la gentillesse et de ressentir les émotions plusieurs fois, les émotions positives qu'elle génère. Et donc, ça fait quoi après ? On n'a plus confiance en nous. Quel effet ça peut avoir ? On se sent mieux surtout. Et in fine, tout ça, c'est quand même pour être plus heureux à l'arrivée. Hein. Bon, alors, si on vous dit trop souvent, de toute façon, toi, t'es trop gentil. Si vous avez l'impression qu'on vous marche systématiquement sur les pieds parce que vous êtes trop gentil et que vous n'arrivez pas à vous faire entendre et qu'on ne vous écoute pas parce que vous êtes trop gentil, que vous n'arrivez pas à poser le cadre ou des limites, que vous n'arrivez pas à dire non. C'est un livre qui est pour vous. Alors je rappelle puisque c'est maintenant, c'est ça qu'on fait, la conférence en live. En plus c'est gratuit, donc il faut en profiter. Sur Insta, donc c'est jeudi à 18h. Donc vous serez en live toutes les deux sur le site et le compte Instagram d'Erol Bien-être. Donc voilà, profitez-en à partir de 18h. Vous avez un TEDx également, vous avez écrit 3 livres, 2 sur l'optimisme également, donc vous pouvez lire tout ça et lire Trop beau, trop con chez Erol. Merci d'avoir été avec nous, merci d'être venu nous voir toutes les deux. Merci à vous de nous avoir accueillis. Voilà, et vous réécouterez l'émission en podcast et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. En attendant, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.